Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de vous parler une fois encore de la nourriture pranique avec quelques précisions, quelques informations complémentaires pour peut-être avoir un regard plus objectif, plus juste, plus neutre, plus réaliste sur qu'est-ce que la nourriture pranique, dans le sens où je le dis souvent dans les conférences que je donne et que vous pouvez regarder par ailleurs. On est déjà tous praniques. Nous sommes déjà tous praniques, puisque l'organisme est aussi contient aussi un moteur énergétique qui pompe au niveau de l'extérieur le capital énergétique dont il a besoin pour alimenter les méridiens, les chakras. Donc le moteur pranique fonctionne, mais fonctionne au ralenti, on va dire, parce qu'il est étouffé, ralenti, contrarié, freiné par le moteur de la nourriture solide. Mais en tout cas, on est tous praniques. Après, au sens propre, c'est vrai que pour être pranique et se passer complètement et indéfiniment de nourriture solide, il va falloir répondre à 3 paramètres que vous connaissez. Un poids stabilisé, après une perte de poids le plus souvent incontournable, de quelques kilos, 3, 5 à 10, 15 kilos, ça dépend des personnes. Une super énergie, une super forme, une super vitalité, sur une échelle à 10, minimum 10 sur 10. Et ce qui fait aussi que parce qu'il y a l'énergie en continu jour et nuit, et parce qu'il n'y a plus de dépenses énergétiques liées à la digestion, il n'y a plus besoin de dormir autant. Donc le troisième paramètre, ça va être de dormir au moins 2 fois moins. Vous dormiez 8 heures, vous dormez maximum 4 heures, vous dormiez 6 heures, vous dormez maximum 3 heures environ, selon l'activité de la journée, selon l'état émotionnel. Il peut y avoir plein de facteurs, mais grosso modo, globalement, minimum 2 fois moins qu'avant. Après, je crois que c'est une erreur de considérer que je ne suis pas pranique et je veux devenir pranique, dans le sens où on met un état pranique à demain, après un processus, une transition, un cheminement vers le prana. Et en soi, c'est déjà une erreur, c'est un non-sens, à mon sens, puisque si nous sommes déjà praniques, il n'y a pas besoin de chercher à être pranique. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un avant et d'un après pour dire je me réalise dans l'état pranique que je n'ai pas et que je vais trouver, installer, développer. Non, l'état pranique, il est déjà là. Et je vais vous dire comment installer plus facilement la nourriture pranique, qui pour moi n'a d'autre raison que d'être surtout une nourriture de la conscience, et pas tellement du prana. Parce que je dis aussi souvent, un peu comme le malade alcoolique, de vouloir arrêter de boire pour arrêter de boire, ça ne marche pas longtemps et le plus souvent la personne reboit si elle n'a pas d'autres objectifs en dehors et au-delà d'arrêter de boire. L'abstinence pour l'abstinence n'a pas de sens, sinon d'apporter infiniment plus de bénéfices sur la santé, l'équilibre psychologique et le bien-être, et donc un meilleur épanouissement de soi, parce que le corps il est préservé sur un meilleur niveau de santé. Eh bien, la nourriture pranique, c'est la même chose. Nous sommes déjà praniques. Alors, vouloir être pranique, pour moi, c'est tout simplement vouloir être davantage conscient. Davantage être conscient, de manière à nourrir le plus sainement possible, pas que le corps physique, parce qu'on ne parle jamais que du corps physique. Mais il y a aussi les 3 autres corps, c'est-à-dire le corps mental, les pensées, la réflexion, la déduction, la logique, le ressenti, c'est une forme de non-pensée, ça passe par une forme de non-pensée, le ressentir, la présence, et puis les émotions. Se nourrir des émotions, c'est important. Il n'y a pas que l'aspect physique est la seule nourriture solide qui nourrirait plus ou moins correctement le corps physique, parce que la nourriture solide nourrit plus ou moins correctement les émotions, et les émotions contribuent à la nourriture solide quand celles-ci, émotions, ne sont pas gérées au mieux, ce qu'on va appeler compensation.
le plus grand décalage que l'on peut observer parmi nous dans la nourriture solide, c'est justement la relation à elle que nous pouvons avoir et qui le plus souvent s'apparente à une compensation, un remplissage. Donc c'est manger plus pour se remplir que pour se nourrir. Et donc on voit bien que la question est véritablement d'amener une autre relation à cette nourriture, d'améliorer la relation à la nourriture. Comment ? En améliorant sa relation à soi. Puisqu'en définitive, la nourriture solide découle de la relation que j'ai avec moi-même. Au niveau de ma relation au corps, à mes pensées, à mes émotions. Et puis il y a aussi le corps spirituel qui demande à être nourri, qui fait que, contrairement à l'approche classique, académique de la médecine et de la santé pour l'Occident, qui privilégie essentiellement le corps physique, essentiellement, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des pensées et des émotions, mais le plus souvent c'est plutôt après qu'avant, le corps physique, eh bien la nourriture pranique nécessite d'aborder ces 4 plans, physique, mental, émotionnel, spirituel. Une autre précision sur la perspective de se nourrir davantage de conscience, être pranique, qui passe par être conscient, nourriture en conscience, eh bien il ne suffit pas d'arrêter de manger pour que ça marche. Sinon c'est un jeûne. Arrêter de manger n'est qu'un jeûne, et un jeûne ne peut être que de courte durée. C'est la grande différence entre jeûne et nourriture pranique. En tout cas, il ne suffit pas de ne pas manger pour que ça le fasse, pour réveiller cette mécanique pranique. Il ne suffit pas non plus de mettre de la lumière, du prana, dans le prana. Je m'explique. La physique quantique nous dit que ce corps physique est composé de 99% d'énergie. Et cette énergie serait remplie de vide, avec quelques particules. Énergie, vide, vide, énergie, vide quantique. Le vide est forme, la forme est vide. Alors, le vide est forme sur l'œil tridimensionnel qui voit un corps physique avec des organes fonctionnant, mais la physique quantique nous dit que nous sommes vibratoires avant d'être biologiques. Et donc il ne suffit pas de mettre de l'énergie dans l'énergie, puisque c'est déjà de l'énergie. Il ne suffit pas de mettre de la lumière dans la lumière. Il va falloir aussi mettre de la lumière dans les zones qui nécessitent à être plus éclairées que d'autres, c'est-à-dire les zones d'ombre. Et les zones d'ombre, ça va être au niveau du physique, par exemple, je n'aime pas mon corps, je me sens trop lourd, je n'accepte pas telle et telle chose, je ne suis pas bien avec telle région de mon corps, que j'ai tendance à mettre de côté, que j'ai tendance à masquer, que j'ai tendance à vouloir oublier, à aménager, à habiller, à maquiller, etc., etc. Puisque la personnalité propre au cerveau gauche et propre à la nourriture solide va se nourrir beaucoup, comme la plupart d'entre nous, du paraître. On va habiller l'extérieur pour ne pas regarder l'intérieur. L'individualité propre au cerveau droit et propre à ce que développe la nourriture pranique, donc l'authenticité, l'authenticité nourrit l'individualité réciproquement, ne va pas aller dans le paraître, mais va aller dans l'être, va se nourrir de l'être, être tout simplement plutôt que paraître. Et ça me fait penser à cette citation très connue de tous, « Je pense donc je suis ». Je pense donc je suis. Eh bien je pense, je réfléchis avec mon cerveau gauche et je ne suis pas. Être, c'est être au présent. Le temps, le présent n'est pas un temps. Le présent se situe entre ces deux temps du passé et du futur. Le présent, c'est ici et maintenant, ce n'est pas un temps. La perception du temps s'efface quand nous sommes alignés sur le présent. Donc je pense, je suis, c'est une erreur. Je pense, donc j'existe. J'existe sur l'horizontale du temps. Passé, instant présent, futur. Mais cet instant présent du milieu, là, la voie du milieu, on va dire ça pour les orientaux, les bouddhistes, s'échappe
de cette perception, de cet univers temporel. Je pense donc je suis. Non, je pense donc j'existe. Je ressens donc je suis. Ce sera beaucoup mieux, sauf si je suis est plus dans le verbe suivre que dans le verbe être. Alors oui, évidemment, si je pense, je me conforme et je vais suivre la tendance, le mouvement de la masse collective. Donc, il ne suffit pas de mettre de la lumière dans la lumière, il va falloir aussi mettre de la lumière dans le corps physique, au niveau de ces zones que l'on a tendance à mettre de côté, dans le corps mental, c'est-à-dire comment je pense, comment je réfléchis, qu'est-ce que je me dis, quels sont ces préjugés, quelles sont ces croyances, quelles sont ces pensées limitantes qui fait que je restreins mon champ des possibles, c'est-à-dire tout simplement, exemple, combien de personnes disent « je suis nul » ou alors « je suis le meilleur », « je n'y arriverai pas, je vais essayer ». Oh, c'est pas facile. Oh, j'ai du mal. Oh, c'est difficile. On verra demain. Voilà. Tout ça, ce sont des façons de penser qui induisent des façons de se comporter, d'agir dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre monde relationnel, et qui fait que dans la balance, je suis plus ou moins heureux, épanoui ou frustré, malheureux. On est vraiment sur une balance. Et chacun d'entre nous allons se situer plus à gauche, plus à droite. L'idéal, bien sûr, étant d'aller vers le bonheur. Entre parenthèses, nourriture pranique, nourriture conscience, nourriture solide, peu importe, puisque en définitive, cela n'étant pas un but, on ne vit pas pour manger, on ne vit pas pour se nourrir. Mais est-ce que manger permet de vivre, alors que vivre n'est-il pas une nourriture en soi qui permet de vivre véritablement? Faut-il vivre pour se nourrir ou faut-il se nourrir pour vivre? Eh bien, l'expérience de la nourriture pranique montre que quand je vis véritablement au présent, je me nourris véritablement du tout et cela me dégage de ces limites, de ces contraintes, de ces schémas de pensée, de ces schémas de croyances, de ces émotions frustrantes, limitantes, qui fait que je ne sors pas de ma bulle, je reste dans ma petite zone de confort, alors que la vie est immense, le potentiel attribué, accordé à chacun est immense, au regard bien sûr des moyens au départ dont il dispose, mais le potentiel n'a pas de limite pour moi. À ce titre, j'aime bien regarder, je vous suggère si vous ne l'avez pas déjà vu, le film Lucie, un des derniers films de Luc Besson, Lucie, qui est outre l'aspect spectaculaire américain, hémoglobine, drogue, assassinat bien sûr, quand on regarde non pas dans la forme mais dans le fond du film, pour moi il y a un message très clair qui va dans le sens de la nourriture pranique qui est devenir conscient, s'éveiller à la conscience du présent, se libérer des carcans, de penser, de ressentir des émotions et de se limiter à ces quatre murs. Les quatre murs, c'est pas la maison, c'est déjà notre maison intérieure, hein, c'est pas notre appartement, notre maison, qui n'est autre qu'un reflet de notre univers intérieur, et donc c'est aller au-delà. J'illustre souvent ça par le poisson qui est dans le bocal et qui a oublié qu'en dehors du bocal, eh bien, il y a l'océan. Alors que le plus souvent, comme nous avons oublié qu'il y avait l'océan, eh bien, nous croyons que notre vie c'est la vie et qu'en dehors du bocal, eh bien, c'est dangereux. C'est dangereux, donc il faut se cantonner, se cocooner, se limiter par sécurité, par peur, par besoin de sécurité, c'est-à-dire que j'ai peur et que je vais aménager le confort, je vais me limiter, on ne sait jamais le lendemain, et je suis dans l'existentiel de la vie, je suis dans l'horizontal de la vie, et je ne vis pas. Parce qu'en vérité, la seule réalité qui compte, c'est la réalité du présent. Et je dirais même qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle du présent. Puisque le passé est passé, c'est facile à dire, mais le passé est passé, il n'y a plus de passé. Hormis si j'amène le passé au présent, et c'est ce qu'on fait beaucoup,
le futur n'est encore pas là, donc il n'y a que le présent en réalité. Et l'enjeu de la vie pour moi, c'est de véritablement vivre le présent. Vivre le présent avec une conscience éveillée, c'est vivre pleinement conscient. Pour moi, c'est la condition pour être dans une véritable santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, à condition d'écouter ses besoins. À condition d'écouter ses besoins au niveau du physique, du mental, de l'émotionnel et du spirituel. Donc nous arrivons à ces fameux 3 secrets de la nourriture conscience. Comment se nourrir en conscience de la conscience, j'ai envie de dire. C'est relier le petit soi au grand soi. C'est une autre approche, un peu moins académique, un petit peu plus orientaliste, un petit peu plus dans la spiritualité orientale, petit soi, grand soi, pour ceux qui connaissent. Donc les 3 grands secrets pour moi, dans mon expérience, dans mon parcours, qui n'est que mon parcours, que mon expérience et que ma compréhension de ce que peut être la nourriture pranique, uniquement me concernant. Donc ne croyez pas ce que je dis, faites vos expériences, vérifiez, mais ne vous arrêtez pas à ce que vous entendez maintenant. Vérifiez, faites vos expériences, allez là où vous vous sentez appelé. Donc ces 3 secrets de la nourriture pranique, qui pour moi n'est rien d'autre que la nourriture en conscience, de se nourrir de la conscience, et bien comment se nourrir de la conscience, comment être plus conscient. Ça se passe forcément au présent. Comment être beaucoup plus au présent et cultiver l'état de présence. On parle d'un état pranique. On parle de l'état pranique. Eh bien, j'ai envie de parler de l'état de présence au présent. Comment? Eh bien, être silencieux, être immobile et être verticalisé. Silence, immobilité, verticalité. Pourquoi silence? Parce que soit je réfléchis et je ne suis pas présent au présent et je suis déjà parti ailleurs, ou je suis parti avant ou après, dans le temps, c'est-à-dire passé au futur, et donc je ne peux pas me caler sur le présent et vivre du présent si je réfléchis, hormis quand il y a nécessité, quand il y a besoin, les opérations intellectuelles, les opérations du mental, le calcul, la déduction, la logique, peut servir au quotidien, bien sûr, on en a tous besoin, mais à partir du moment où je ne m'en sers pas, on voit bien que la difficulté, c'est de ne pas être embarqué par le mental. On appelle ça le vélo, le blabla, le petit diable dans la tête qui nous fait vraiment pédaler sur ce vélo du mental et des fois pédaler dans la choucroute, c'est-à-dire ne pas arriver à gérer les pensées intrusives, omniprésentes, insistantes et parfois nous amener à avoir du mal à dormir. Entre parenthèses, c'est quand même ce qui explique, dans la mécanique du stress entretenue par les pensées et les émotions, entre 60 à 80% de motifs de consultation chez le médecin généraliste. Demandez à votre médecin. Le mien m'a dit jusqu'à 80% de mes consultations, c'est dû à des problèmes de stress aigus ou chroniques, et donc à des problèmes de mauvaise gestion du mental qui aura des répercussions sur le corps physique, avec des symptômes. D'où les fameux troubles fonctionnels liés au stress, ou plus populairement parlant, les troubles psychosomatiques. Donc le silence, pourquoi le silence? Parce que le silence permet d'écouter. Écouter, c'est-à-dire se brancher en vue d'entendre, écouter pour entendre. Et pour écouter, eh bien, faire silence, c'est-à-dire ne pas chercher à ne pas penser, parce que plus je vais chercher à ne pas penser, plus je vais penser. Les Tibétains ont une très jolie formule pour ça. Ils comparent les pensées aux nuages dans le ciel. Personne ne peut monter sur une échelle et aller arrêter les nuages ou les enlever. Donc les nuages, ils font partie du paysage. Et on ne s'y accroche pas, on ne s'y attarde pas. Faire silence. Et c'est intéressant parce que la nourriture pranique, c'est vraiment la nourriture du cerveau droit. Et le cerveau droit se nourrit surtout du silence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler, qu'il ne faut plus réfléchir, bien sûr, mais plus je vais me nourrir de l'instant présent, plus je vais avoir besoin d'étendre, d'élargir mes antennes
et de porter attention, c'est-à-dire d'être en silence. Ce n'est pas pour rien si les êtres dits spirituels, religieux, mystiques se retirent dans les monastères, dans les ashrams, dans les couvents, plutôt à la campagne qu'en ville. La tendance elle est quand même là. Pourquoi? Parce que le silence devient une véritable nourriture pour la conscience, la spiritualité. C'est intéressant aussi de remarquer que moins je suis conscient, plus je suis identifié à la matière, plus j'ai besoin de me nourrir de la matière solide. Et moins je suis spirituel, parce que plus je suis matériel. Plus je suis spirituel, plus je suis dans la conscience du présent, moins je suis attaché à la matérialité, à la densité, à la matière, à la forme, à la solidité des choses, plus je vais être nourri et attiré par l'invisible, l'immatériel, la présence, la conscience. Et moins j'aurai besoin de me nourrir du solide, de nourriture solide, dense, matérielle. Plus je vais être dans l'attirance à cette nourriture dite supérieure, éthérée, énergétique, vibratoire, qui peut passer par la musique, qui peut passer par le chant, qui peut passer par la méditation, la lecture, et en tout cas par cette écoute intérieure et écoute de l'extérieur, puisque tout va être nourrissant à ce niveau-là. Donc le silence est très important. Ce n'est pas pour rien si après une semaine de travail, les citadins aiment se retirer quelques heures, quelques jours, le week-end à la campagne, en famille, parce que c'est forcément ressourçant et tout le monde en a fait l'expérience, parce que la nature pourvoit davantage en cette énergie propre à la quiétude du présent, et qui plus est, si avec le silence je me branche à cette quiétude du présent et à cette énergie, à cette dimension de la nature. L'immobilité, ça ne veut pas dire je ne fais plus rien. Ça veut dire que je vais être davantage dans faire une seule chose à la fois si possible, pour être dans la présence, dans l'écoute, dans le ressenti, par l'écoute intérieure donc, grâce au silence, faire une seule chose à la fois, et en plus rajouter une qualité de faire qui ne va pas être dans vouloir faire le mieux et chercher un résultat le plus performant possible. Je fais le ménage, je sors les poubelles, je fais le jardin, je lave la voiture. Je ne vais pas forcément chercher le résultat ultime, performant, excellent, parfait. Je vais mettre du laisser-faire dans le faire, de manière à ce que ce soit une action vécue de l'intérieur et non pas reproduite à partir d'une fiche technique, à partir d'une notice d'emploi, à partir d'un protocole, à partir d'une technique. De manière à ce que je vive l'action de l'intérieur comme un acte pleinement vécu en état de méditation. Le silence, l'immobilité. Et l'immobilité justement va permettre, en étant pleinement à l'écoute, dans l'observation et en présence avec ce que je vais faire ou ce que je ne vais pas faire. Je rappelle que ne pas faire, c'est déjà faire quelque chose. Ne rien faire, être allongé sur un canapé. On dit dormir, c'est perdre son temps, c'est ne rien faire, mais dormir, c'est déjà faire quelque chose. Le non-faire est déjà un faire. Et puis, malgré beaucoup de faire, eh bien, parfois, nous ne faisons pas grand-chose, malgré beaucoup de faire. Ça s'appelle brasser du vent. On connaît ça aussi. Mais faire en laissant faire, en mettant du lâcher-prise dans le faire, en faisant complètement la tâche que nous sommes donnés de faire, en allant jusqu'au bout bien sûr, mais jusqu'au bout non pas dans une projection horizontale de je commence une action et il faut que j'ai terminé à telle heure, il faut que j'ai terminé pour avoir fait telle tâche, etc., etc. Parce que sinon je me cale sur l'horizontale de l'existence et donc du temps qui passe et je me suis déjà déconnecté. Or, si dans cette horizontale du temps, je me cale, et c'est le troisième paramètre, la verticalité, favorisée par l'immobilité favorisée par le silence, de façon verticale, si je me cale sur l'ici et maintenant, je vais échapper à l'existentiel du temps,
Et donc je suis immobile. Immobile, c'est-à-dire, voilà, tac. Action, je peux être dans l'action, mais je suis en pleine présence. Et c'est ce qui va s'appeler l'immobilité, avec une suspension momentanée du mental, une suspension momentanée de la réflexion, de la déduction, de la logique, de la pensée cartésienne, du jugement, de la condamnation, favorisée par l'écoute et le ressenti. Silence, immobilité, verticalité. Pourquoi verticalité? Parce que je crois que le monde souffre parce que nous avons confondu l'axe vertical de l'être, être, avec l'axe horizontal de la voie, pensant que d'accumuler des biens, d'accumuler des objets, de nous conformer à la société de consommation qui nous pousse à des besoins illusoires, à nous identifier à de faux besoins, eh bien, nous amène à vouloir toujours un petit peu plus et à nous éloigner aussi un petit peu plus de nous-mêmes. La nourriture en conscience, la nourriture pranique, c'est aussi la nourriture du détachement, la nourriture du voyager dans le temps, du voyager dans notre vie léger. On voyage beaucoup plus facilement léger plutôt qu'avec un sac lourd à porter derrière. Et donc, la verticalité permet, en se calant sur l'ici et maintenant, de déployer sa conscience, et j'aime bien appeler ça le ici, maintenant et partout à la fois, tout en étant ici, c'est-à-dire ici, ancré à la terre, déployé dans notre verticalité et relié au tout. Et c'est cette reliance au tout, après nous être reliés à nous, qui va permettre d'être nourri par la vie, d'être nourri par le prana, d'être nourri par davantage de conscience que je vais cultiver jour après jour, instant après instant. La verticalité, c'est aussi la connexion en bas qui fait que nous sommes nourris par les énergies de la terre, la reliance en haut. Comment? Par le canal des thérapeutes, par l'antakarana des orientaux, hindouistes, bouddhistes, par la colonne de lumière ou par l'Esprit Saint pour les occidentaux catholiques chrétiens. Et donc la verticalité permet d'être davantage nourri en conscience parce qu'en meilleure présence avec soi, dans l'écoute, dans le ressenti, dans l'observation, favorisé par le silence, par l'immobilité et par la verticalité, eh bien nous allons être véritablement nourris, pleinement nourris par les énergies d'en bas, les énergies d'en haut. Nous avons oublié que nous étions aussi une antenne. Nous sommes des transmutateurs, nous sommes des canalisateurs, nous sommes une antenne, c'est la glande pinéale entre autres, qui va capter les énergies de la vie. Nous allons métaboliser, nous allons nous nourrir de ces énergies et nous allons transmettre à la terre. Alors vous allez me dire, comment faire pour pratiquer le silence? Comment faire pour pratiquer l'immobilité, la verticalité? Eh bien, tout simplement se poser. Et par exemple, ce qui est décrit dans mon livre, entre autres 3 pratiques favorisant la nourriture en conscience, donc la nourriture pranique, eh bien vous avez la pratique numéro 1 qui est la clé de sol, sujet, objet, lieu. Vous pourrez retrouver plus en détail la pratique et l'explication du comment faire. Sujet, objet, lieu, c'est-à-dire sujet, c'est moi, voilà, c'est moi. Comment est-ce que je suis habillé? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Prendre conscience, c'est le fameux petit rappel de chaque instant de qui je suis, ce que je fais et là où je suis. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ça favorise énormément l'alignement, la verticalité, le centrage, le recentrage, l'ancrage et la connexion au tout qui permet d'être nourri par le tout. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.